On va vous présenter à trois voix, si vous voulez bien, le contenu de l'étude, en insistant sur quelques messages clés que l'Agence locale de l'énergie de Plaine Commune souhaite promouvoir, avec certainement un travail assez long issu de cette note pour convaincre les décideurs et les élus de la pertinence des actions à mettre en place qu'on va vous présenter ce matin. Ensuite, il y aura une intervention de Francine Bois pour vous présenter l'état de la filière aujourd'hui, l'état de la structuration de la filière en Ile-de-France aujourd'hui et les perspectives qu'elle se donne en termes d'organisation et de stratégie. Ensuite, nous aurons un temps de débat sur les deux événements, vous pourrez poser toutes les questions que vous jugez utile de poser. Et enfin, nous aurons une table ronde avec quatre intervenants, animés par une personnalité de la filière bois, et ensuite un deuxième temps de débat. On va vous prendre 20 minutes pour vous présenter le contenu de la note. Je souhaitais introduire par les grands enjeux et le pourquoi. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi l'Agence locale de l'énergie et du climat de Plaine Commune s'est saisie de ce sujet. La construction de bois est un sujet émergent évidemment, mais surtout il y a la question de l'intérêt du bois dans la construction. Et au-delà de ça, il y a l'exemplarité du bois par rapport à ce que le monde va nous proposer pour demain. L'agence travaille pour le territoire de Plaine Commune. Dans ses missions, il y a à faire de la prospective territoriale, et donc il y a à tenir compte des contraintes que le monde va proposer demain. Je vous en ai cité trois, qui sont connues aujourd'hui, mais pas assez, selon nous, prises en compte. La question de la disparition du pétrole conventionnel et de ses impacts, la question du réchauffement climatique et ses impacts, notamment sur la biodiversité, l'agriculture, entre autres, et puis la question de l'épuisement des ressources. Pour ceux qui sont au fait de ce sujet dans la salle, l'Île-de-France travaille de plus en plus sur la question des matériaux de construction et des exutoires sur les déchets de la déconstruction, parce que c'est une problématique qui devient de plus en plus prégnante. La région Île-de-France est dépendante à 50% aujourd'hui, à 75% en 2020 sur ces granulats de béton. Le bois peut répondre à ce genre de questionnement. En tout cas, c'est le pari que nous faisons. Localement, les élus qui sont dans la salle le savent, il y a un volontarisme extrêmement important sur cette question-là. Le contrat de développement du territoire engage 4200 logements par an sur 10 ans, ce qui est un volume. 4200 logements, c'est 400 000 tonnes de sable. Il va falloir les trouver quelque part. Le référentiel d'aménagement soutenable qui a été proposé par les services de l'écologie urbaine à Plaine Commune indique 15% de construction de bois. On a bêtement fait un ratio, ça fait 650 logements bois par an à construire sur le territoire de Plaine Commune. Aujourd'hui, on en est bon an, mal an à une petite centaine. Il y a un gap important à passer. Passer ce gap va nécessiter, selon nous, des actions, des prérequis, des organisations, des stratégies qui aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait en place. En dehors de la construction, le chauffage bois se développe sur le territoire. Il y a évidemment la question du réseau de chaleur avec la centrale d'Austin et la centrale du Port de l'Est qui arrivera dans quelques années. Quelques centrales existantes aussi sur Épinay, sur Aubervilliers et ailleurs. Le chauffage individuel, mais qui est sur un volume marginal. On serait sur 100 000 tonnes de bois par an d'ici 2016, si je ne me trompe pas. 100 000 tonnes de bois, c'est quasiment 10% du gisement francilien, c'est un volume important. D'autres territoires construisent des chaudières bois ailleurs en Ile-de-France, ailleurs en France. Se pose aujourd'hui la question de la concurrence sur la ressource, de la disponibilité de la ressource, y compris sur le bois qui est a priori une ressource renouvelable. L'échéance de 2020, je la rappelle parce qu'elle est importante, 60% du tonnage de matériaux déconstruits valorisés. C'est pas rien, aujourd'hui on en est très loin. 2020, pour un territoire comme le nôtre, c'est quasiment demain. Il faut prévoir des filières, prévoir du foncier, prévoir des méthodes d'intervention sur les chantiers. Le bois, encore une fois, peut répondre à ce type de questions, à condition que la conception, la durée de vie, la rénovation, la déconstruction du bâtiment soient prises en compte. On vous dira tout à l'heure. On va vous proposer aussi quelques réflexions peut-être un peu nouvelles, en tout
cas qui, pour ceux qui me connaissent, me tiennent à cœur et aujourd'hui sont le plus possible à partager, montent en puissance. La question des externalités du coût global, il ne suffit pas de construire en bois, il faut demain construire en bois durablement, intelligemment, avec des filières gérées, avec des modes de conception gérés. Ça fait un écart. Construire en bois sans tenir compte du gisement bois à l'international, aujourd'hui ça devient compliqué. Nous avons, nous pensons, besoin d'indicateurs de référence. La stratégie nationale, certains centres de recherche travaillent sur la question. La quantité de CO2 par mètre carré, la quantité de kilowattheure par mètre carré, la quantité d'emplois par mètre carré pourraient devenir des critères discriminants sur des stratégies territoriales, en tout cas c'est ce qu'on pense, et ce qu'on voudrait illustrer avec la filière bois. Pareil, le retour d'expérience nous montre que concevoir en bois, ça n'est pas la même chose que concevoir en béton. Ça exige une certaine forme d'organisation au préalable des projets, une certaine forme de gestion, de maintenance, d'entretien des bâtiments. On va vous présenter ça tout de suite. L'idée est donc d'utiliser la construction bois et l'énergie bois comme un exemple de comment la contrainte ressource va impacter nos projets demain et comment on doit s'adapter à cette nouvelle contrainte de ressources. C'est exactement l'objet de ce cahier technique bois. Je précise une chose, il nous semble que c'est le premier document stratégique du bois issu d'un territoire urbain dense. Il existe des documents de filière bois qui sont souvent des documents issus de territoires ruraux, qui promeuvent la sylviculture, qui ont du bois sur leur territoire et qui cherchent à trouver une demande. Là, c'est un petit peu l'inverse, c'est le territoire qui, en tant que commanditaire, en tant qu'offreur, tirerait la filière. Ça oblige de sortir des frontières du territoire et de regarder comment on fait pousser du bois en France à l'international. Ça oblige à tenir compte de ce type d'externalité. Et c'est un exercice qui est un petit peu risqué, un petit peu hasardeux, un petit peu prospectif, un petit peu hypothétique, mais qu'on trouve intéressant de proposer pour réfléchir autrement à demain. Voilà. Merci. Je pose la parole à Tanguy Laz, donc qui a été, je le précise, apprenti chez nous pendant 1 an et qui a fait une bonne part du travail sur cette étude. Je l'en remercie. On peut tirer du matériau bois un certain nombre d'avantages qui vont être bénéfiques en milieu urbain. On a voulu partir d'abord d'un état des lieux et voir que la construction bois était déjà présente sur le territoire. Donc on a fait une carte, alors c'est une photographie qui est non exhaustive et qui est amenée à être mise à jour, à vivre, notamment avec la base de données qu'on a pu faire pour voir, là on discrimine entre le logement et les équipements de bureaux, de services publics, mais on peut aussi distinguer selon les maîtres d'ouvrage, le type de logement, le système constructif, l'année. Donc c'est un outil qui peut être amené à vivre, et on voulait montrer que la construction bois existait déjà sur le territoire. À titre d'exemple, l'année la plus prolifique, on va dire, c'était 2013, et on compte en logement, on compte une centaine de logements. En milieu urbain où pas uniquement en milieu urbain, mais notamment on va vouloir réduire les impacts environnementaux des chantiers de construction, le bois offre un ensemble d'avantages qui sont notamment liés à la réduction de la durée de chantier, puisque lorsqu'il y a préfabrication, finalement le chantier va commencer en atelier, en conditions contrôlées, qui sont d'ailleurs propices au contrôle qualité. Et donc après, sur chantier, on va diminuer les déchets, on va diminuer le temps, on va pas utiliser d'eau parce que c'est une filière sèche, et on va donc diminuer les nuisances. Et on va pouvoir notamment construire dans ces interstices urbains. Là, c'est l'exemple de logements sociaux pour pleine commune habitat. Donc, on a construit dans une petite rue, la rue des Aubries, entre 2 bâtiments. Voilà, c'est un des exemples des avantages bénéfiques du matériau bois en milieu urbain. Alors, ces avantages sur chantier, ils vont permettre de construire toute une palette de types de bâtiments, que ce soit des constructions neuves à travers des bâtiments notamment de logements, de différentes formes, de différents étages. On n'a pas trop, en tout cas, pour le type de construction qui nous intéresse sur pleine commune, c'est-à-dire on ne dépasse pas, on peut y avoir du débat, mais grosso modo c'est R+5, R+6, on ne cherche pas à construire vraiment en hauteur sur pleine commune. Le bois est tout à fait disponible. Et puis il y a aussi les surélévations, les extensions, qui permettent, où là on va tirer parti un petit peu de la légèreté du matériau et de la possibilité aussi d'atteindre des dents creuses, notamment
avec des solutions manulevables, où là on ne va pas forcément préfabriquer, mais on peut en quelque sorte traverser des arrière-tours avec un tas de bois sur l'épaule. Donc le bois permet tout ça. Et puis il y a aussi la réhabilitation plus ou moins lourde et la rénovation thermique. Là, il n'y a pas de photo du territoire parce que pour l'instant, plein de communes ne tirent pas encore parti de ces avantages. Le bois, et on verra que c'est important, les questions de rénovation thermique et de réhabilitation du log des bâtiments. Le bois peut permettre en fait, de faire une seconde enveloppe, on va tirer encore parti des légèretés du matériau, voire même de faire des extensions où on vient plugger des volumes. Ces avantages en matériaux de construction, ils existent aussi sur l'aspect environnemental, où on va pouvoir diminuer cette énergie qui est cachée dans le bâtiment, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu consommer pour fabriquer les éléments et pour les monter, ce qu'on appelle l'énergie grise. On voit là sur un exemple entre un même bâtiment, une structure bois et une structure béton. La structure béton a déjà consommé 11 ans d'équivalent de fonctionnement du bâtiment, c'est une espèce de dette énergétique, quand la structure bois n'a consommé que 6 ans. Alors elle n'a consommé que 6 ans, mais elle a quand même consommé. Et ça pousse à s'intéresser aussi, malgré cet aspect bénéfique, aux externalités globales de la construction bois. Là c'est un exemple de crèche qui se présente en bois sur le territoire. Donc maîtriser les externalités, on peut d'abord s'intéresser à l'aspect stockage du carbone. Effectivement, le matériau bois va stocker du carbone qui va conserver sur toute sa vie, mais au long des étapes, il va y avoir des opérations qui vont consommer de l'énergie, qui vont intégrer des matériaux, des matières au bois, et qui vont dégager du CO2. Alors en final, on va relarguer dans l'atmosphère la quantité de CO2 qui aura été stockée lors de la croissance de l'arbre sur un temps assez court quand on diminue les cycles. Si on choisit la combustion, ici c'est la centrale de Pestin, mais on peut aussi choisir une valorisation matière, et donc ça pousse à réfléchir à ce qu'on fait en fin de vie avec le matériau. Le déchet de bois en fin de vie, qui concerne la construction, mais qui concerne aussi l'ameublement, les emballages, etc., puisque certaines modes de construction sont assez gourmands en panneaux de process. Le choix de valorisation en fin de vie, il va dépendre essentiellement de la qualité du bois qu'on met en œuvre et donc de la conception du bâtiment. On peut aussi choisir des options qui vont permettre un réusage des éléments tels quels. On a vu qu'on pouvait comme ça remonter sur la filière et s'intéresser à ces différentes étapes qui consommaient de l'énergie et qui dégageaient du CO2. On peut remonter jusqu'en forêt. On a vu l'aspect stockage de carbone en forêt. Les arbres ne sont pas les seuls qui stockent du carbone. Le sol forestier est un grand compartiment, est un grand puits de carbone, à condition de préserver cette fonction. Alors je parle de fonction parce qu'on parle souvent de la multifonctionnalité de la forêt. C'est-à-dire que la forêt, ça ne produit pas que du bois, mais ça produit aussi des usages récréatifs et des multifonctions qu'on appelle les services écosystémiques. En fait, c'est le fonctionnement des écosystèmes qui permettent de certains avantages sur la qualité des eaux, sur l'influence sur les microclimats, et notamment lié à la biodiversité aussi, et notamment au stockage du carbone. Ça va dépendre du choix de sylviculture. La question qui est posée, c'est qui s'adapte à qui? Est-ce qu'on va choisir une sylviculture Alors dans tous les cas, la sylviculture, on produit quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas simplement pousser un arbre, mais les interventions des sylviculteurs façonnent la qualité du produit final. Mais on peut choisir une sylviculture qui va répondre aux exigences des industriels du sillage pour aller vite, avec plutôt comme des résineux, avec des diamètres courts. On peut aussi choisir une sylviculture plus diversifiée et plus proche de la nature, qui en obligera de considérer la ressource que nous produit cette sylviculture-là, notamment avec la part de feuillus importante. Donc ça oblige en fait à mettre la ressource au cœur du projet. D'abord, construire en bois, c'est donc éco-concevoir, parce qu'il y a cette volonté de maîtriser les externalités de chaque étape. Quand je dis chaque étape, c'est vraiment depuis la forêt jusqu'à la déconstruction. Et puis, construire en bois, c'est aussi, en mettant le bois au cœur du projet de construction, c'est aussi adopter des modes collaboratifs. Les retours d'expérience témoignent que plus on met en amont les acteurs autour du projet, meilleur est le succès. Et puis construire en bois, c'est aussi construire différemment. On a vu que le chantier, la morphologie du chantier pouvait changer, mais c'est aussi poser le problème de l'acculturation de tous les corps d'État,
un électricien ou un plombier n'intervient pas dans un bâtiment bois, comme il intervient dans un bâtiment en béton. Et puis c'est aussi poser la question à une échelle plus large des acteurs qu'on va pouvoir mobiliser localement ou à proximité, des constructeurs, des bureaux d'études et des architectes qui sont rompus aux techniques bois. Et puis enfin penser mettre le bois et le matériau biosourcé au cœur de son projet, c'est aussi pouvoir faire le lien avec des acteurs qui vont intervenir à ces étapes de la filière, qui peut passer par la médiation de certificats, de certification, mais aussi peut être l'occasion de créer des liens, des contacts directs avec ces acteurs-là. Et comme on peut penser que cette question-là, elle va émerger dans plusieurs endroits du territoire, chez plusieurs porteurs de projets, chez plusieurs maîtres d'ouvrage avec leur équipe de maîtrise d'œuvre, ben c'est l'occasion de mutualiser la réflexion et de passer en fait à une territorialisation de cet approvisionnement, où là on ferait filière et ce serait le territoire qui réfléchirait à comment approvisionner en bois de manière vraiment durable. Donc pour illustrer tout ça, on va vous proposer un petit peu les scénarios auxquels on réfléchit, qui permettraient ce type de territorialisation. Je laisse la parole à David. Alors, comme on vient de le voir avec Tanguy, il y a un véritable intérêt au développement du bois sur le territoire de Plaine Commune, notamment dans la construction. Premièrement, parce que c'est un matériau qui a des caractéristiques techniques intéressantes pour s'adapter aux contraintes spécifiques d'un milieu urbain dense, construire dans des petites ruelles, dans des dents creuses, densifier la ville, surélévation, extension, etc. Le deuxième intérêt, c'est l'aspect biosourcé du matériau, qui présente un bilan environnemental meilleur que des matériaux conventionnels comme le béton ou l'acier. Mais nous, ce qu'on cherche à faire à l'Agence locale de l'énergie et du climat, c'est de pousser la démarche le plus loin possible et de profiter au maximum des avantages de ce matériau en prenant en compte le coût global et toutes les externalités qui sont autour de la construction. Et ça nous a poussé à nous demander, à l'horizon 10 ou 20 ans, quel chemin pourrait prendre le développement du bois sur le territoire de Plaine Commune. Et pour cela, on a imaginé 3 scénarios que je vous présente ici rapidement. Vous avez les détails dans les notes que vous avez avec vous. Un premier scénario qui nous sert un peu de référence, c'est le scénario tendanciel. Aujourd'hui, on l'a dit, en 2013, on avait au maximum 100 logements par an construits avec du bois. Et dans le deuxième scénario, là par contre, on imagine une volonté forte, 15% de construction de bois sur le territoire. C'est ce qui est écrit dans le référentiel d'aménagement soutenable. 15% de construction de bois, donc les maîtres d'ouvrage publics ont un objectif de 15% de construction de bois. En zone d'aménagement, on a un objectif de 15% de construction de bois. Et en fait, le bois se suffit à lui-même. On construit en bois au lieu de construire en béton, donc on améliore le bilan environnemental et on s'arrête là. Dans le scénario C, on cherche à aller encore plus loin. On cherche à prendre en compte toutes les externalités de la construction en général et de la construction de bois en particulier, et ça se traduit dans une démarche territoriale. Dans les politiques, dans les documents d'urbanisme par exemple, les externalités sont prises en compte avec des indicateurs, par exemple de l'énergie, du CO2 au mètre carré, et ces indicateurs qui permettent de maîtriser, de connaître les externalités, on cherche à améliorer en permanence, de manière continue, le bilan environnemental de la construction. Les usages, les objectifs de construction de bois, ils sont raisonnés en fonction de la ressource, du type de ressource qui est disponible. L'objectif, c'est toujours 15% de construction de bois, mais c'est une moyenne annuelle, et si la ressource ne devait pas être entièrement disponible une année, on adapte les objectifs de construction. Et enfin, tout ça se fait en concertation avec les acteurs. Tous les acteurs, et on cherche à former les acteurs, de l'ouvrier au maître d'ouvrage. On a vu qu'on ne construisait pas de la même manière en béton ou en bois. Avec ces 3 scénarios, on s'attend à un certain nombre de résultats et un certain nombre d'impacts que je vous présente maintenant. Le premier, c'est la vulnérabilité aux tensions sur les ressources. La question, c'est de savoir, avec tel ou tel scénario, est-ce qu'on s'affranchit un peu, beaucoup, totalement, des tensions sur l'approvisionnement en granulats, par exemple. La question, c'est aussi, est-ce que si on construit en bois, on s'affranchit de ces tensions, si on s'approvisionne à un marché national, qu'on ne maîtrise pas forcément. Pareil, si on arrive à sécuriser un approvisionnement en bois, on a vu qu'il y avait des tensions aussi sur la ressource bois, sur la sylviculture, il y a des sols qu'il faut arriver à préserver, et ça, c'est pas neutre. Et la question, voilà, c'est ça, est-ce qu'on arrive à s'affranchir de cette vulnérabilité? À savoir que dans tous les cas, là, on a un outil de 15% de construction de bois, ça reste quand même 85% de construction, elle est totalement vulnérable aux tensions sur ses ressources. Le deuxième résultat qu'on cherche à avoir, c'est la capacité à faire filière. Donc ça, rapidement, c'est est-ce qu'on arrive à tirer un fil de la sylviculture à la livraison, voire à la rénovation, voire à la déconstruction du bâtiment, pour pouvoir adapter donc, cette construction en bois sur le territoire à la ressource disponible et pour maîtriser au maximum les externalités.
Ensuite, la culturation des acteurs. Là, on cherche à savoir est-ce que les acteurs arrivent à s'approprier des pratiques durables? Est-ce qu'ils arrivent à intégrer dès la conception du bâtiment le fait qu'il faudra le déconstruire ou le rénover? Est-ce qu'ils arrivent à effectuer ce changement de méthode de construction? Et le dernier résultat qui est intéressant, c'est l'opportunité pour le territoire, pour la vie sur le territoire, pour la richesse du territoire. Si demain on construit en bois avec des solutions industrielles, avec des acteurs européens ou nationaux, avec des produits qui viennent du marché national, est-ce qu'on arrive à créer de la richesse sur le territoire? Au contraire, si on arrive à faire monter en compétence les acteurs, à relocaliser les acteurs sur le territoire, est-ce que c'est pas un moyen de concentrer la richesse sur le territoire et de la faire rayonner autour du territoire? Tout ça devrait, à notre avis, avoir un certain nombre d'impacts. Le premier, c'est sur les trois enjeux que Mickaël a présentés en introduction, énergie, climat, ressources. On se dit, si on construit en bois sur le territoire, on met du bois au lieu de mettre du béton, l'impact est positif. Il est clairement positif. Par contre, si on prend en compte ou non les externalités, on risque en fait de générer des impacts qu'on ne connaîtrait même pas sur le territoire ou ailleurs du territoire, ce qui nous pousse à dire que la construction en bois ne permet pas forcément de réduire efficacement les externalités en fonction de, justement, si on les prend en compte ou non. Enfin, sur le secteur du bâtiment, on se pose la question de savoir est-ce que, avec ces scénarios, on arrive à avancer à l'échelle du territoire au niveau du secteur du bâtiment. En Ile-de-France, la moitié de la consommation d'énergie, la moitié des émissions de CO2, elle est issue du secteur du bâtiment. Là, il y a une question de, voilà, est-ce que les acteurs arrivent à avancer dans le bon sens? Est-ce qu'on arrive à les former à des techniques, à des pratiques durables et efficaces? Et au niveau de la construction bois, là, la question, voilà, c'est de savoir est-ce qu'on atteint nos objectifs. Alors ça, je laisserai Mickaël répondre sur les différents scénarios. Et en fonction du type de construction bois qu'on a choisi, est-ce qu'on arrive à répondre aux enjeux sur le territoire? Un des grands enjeux sur le territoire, c'est pas seulement la construction, mais c'est aussi la rénovation. En 2050, 75% des bâtiments qui existeront, en fait, existent déjà aujourd'hui. Donc il faut rénover ces bâtiments. La question de savoir si la construction bois permet de répondre à ces enjeux. Après avoir rencontré 40 personnalités et structures, avoir discuté, et on vous le présentera tout de suite sur la question des concurrences dans les filières, avoir discuté avec des constructeurs, avoir discuté avec des énergéticiens, avoir discuté avec beaucoup de monde, on est en mesure aujourd'hui de vous dire que l'objectif de 650 logements bois sur le territoire de Penn-Commune par an, dans le cadre du CDD, du référentiel, n'est pas tenable, et que si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas en termes de compétences d'entreprise, on n'y arrivera pas en termes d'organisation des chantiers, on n'y arrivera pas en termes de concurrence sur la ressource, on n'y arrivera pas en termes d'alimentation des entreprises et des chantiers à partir de l'exportation, de l'importation, puisque en général, ce sont des matériaux qui viennent de loin, avec des compétences qui viennent de loin. On n'a pas voulu vous préciser ce matin le contenu des scénarios, ce serait trop long, vous avez vu la note, il y a par scénario 2 pages avec des prérequis, des organisations, des schémas politiques à mettre en place, d'une part. Deuxièmement, ce n'est pas forcément le rôle de l'agence de décider des politiques. Notre rôle est un rôle d'accompagnement méthodologique et technique. Ceci étant quelques commentaires. On vous a évoqué la question des indicateurs. Les référentiels d'aménagement, les chartes qualité neuve, les chartes rénovation, il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place. Le cadre juridique est de plus en plus prégnant. D'après ce qui se dit dans les cercles de réflexion stratégique et les cabinets d'études et les groupements de travail du ministère auxquels on participe, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est être capable de discriminer deux bâtiments entre eux, deux politiques de développement économique entre eux, à partir d'indicateurs de référence liés à la question environnementale. Et surtout la question de la ressource. Combien de tonnes de granulat de béton j'utilise pour mon mètre carré? Combien de tonnes de bois j'utilise pour mon mètre carré? C'est des chiffres qui sont obtenables, mais assez compliqués à obtenir. Combien de tonnes de CO2 j'ai par mètre carré? Combien de kilowattheures je vais consommer dans mon bâtiment vraiment? Pas seulement sur ce qui est marqué sur le logiciel de RT 2012, dont on sait tous qu'il n'est plus pertinent. Ça, c'est une vraie question, et je pense que c'est un travail à terme à construire
entre nous, avec les différents services, avec les porteurs de projets privés, pour réfléchir à cette question. Je la soumets au débat. Prendre place dans une filière, ça suppose de sortir des limites territoriales, ça suppose d'aller voir ce qui se passe dans les forêts, ça suppose d'aller voir ce qui se passe dans les scieries, d'aller voir ce qui se passe chez les promoteurs, chez les constructeurs, chez les mainteneurs de bâtiments, chez les déconstructeurs. C'est un vrai travail. C'est pas forcément dans nos compétences en termes d'agglomération territoriale, c'est quelque chose à réfléchir, mais il peut y avoir des expressions politiques en dehors de la charte d'aménagement ou de construction, qui est une expression technico-politique. Il y a des territoires en France qui ont émis des délibérations pour orienter la commande publique, orienter les appels d'offres, passer un petit peu au-dessus du code des marchés publics pour assurer que la construction soit une construction soutenable, pas seulement à moindre coût, mais soutenable sur l'ensemble de la filière. J'insiste sur l'intégration de la rénovation et de la fin de vie du bâtiment. Un bâtiment qu'on sort de terre aujourd'hui va vivre 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Il va être rénové une fois, deux fois, trois fois dans sa vie. Il va être déconstruit à la fin. Et donc il va vivre dans un monde qui va faire 4, 5, 6 degrés en plus et qui va avoir moins 60, moins 80% de pétrole conventionnel en moins. Sa vie va forcément évoluer, les usages vont forcément évoluer, donc il faut les anticiper au maximum pour être sûr qu'on puisse maintenir le bâtiment, rénover le bâtiment, l'adapter aux circonstances du moment et récupérer la matière à la fin. La ville de demain sera la mine de demain. Et donc récupérer la matière dans 50 ans, 60 ans, 80 ans, ça va être un enjeu essentiel. Récupérer du bois, garder le stockage carbone, transformer le bois de construction en bois industriel, transformer le bois industriel en bois énergie, ça va être un enjeu essentiel. Ça veut dire que tout de suite, il faut qu'on se dise comment on va construire nos bâtiments en bois pour éviter qu'il y ait trop de colle, trop de polluants, qui vont empêcher qu'on puisse réutiliser le bois derrière, et se poser la question vraiment de l'intégration du cycle de vie du bâti dans l'ensemble de nos projets. J'insiste pas sur faire économie locale, c'est pas trop notre sujet à l'Agence locale de l'énergie. Ceux qui me connaissent savent que j'ai 2-3 choses à dire là-dessus dans le cadre de ma vie précédente sur pleine commune, mais ceci étant, on sent bien que quand on fait venir de la ouate de cellulose d'Allemagne ou du bois d'Autriche ou des bureaux d'études de Pétauge-Pézois, si vous permettez l'expression, on ne fait pas filière locale. On est un territoire urbain dense, on n'aura jamais des centaines d'hectares de forêt sur le territoire de pleine commune, ça n'a aucun sens. On n'aura jamais des centaines d'hectares de bail sur le territoire de pleine commune, ça n'a aucun sens. Donc il faut travailler avec les territoires aux alentours. Mais sur le territoire de pleine commune, on peut quand même imaginer des fonciers, des activités, des artisans, des compétences, des centres de formation, des structures d'études, des lieux d'expérimentation, des lieux d'exemplarité pour porter une filière. Il y a plus de 40 bâtiments de bois sur le territoire de pleine commune, c'est quand même pas rien. On ne sait pas forcément, ça existe. La structure bois, elle est souvent cachée historiquement derrière l'enduit et le béton. Des fois, elle n'a pas grand bardage, mais elle est vraiment présente. On doit pouvoir en faire une opportunité pour préparer les constructions de demain. Voilà. Quelques éléments de réflexion qui vous ouvrent le débat. Je vais passer la parole à Francine Bois pour un peu traiter tout de suite cet élément de faire filière sur le territoire francilien. Ça vous permettra de réfléchir aux autres sujets, mais c'est essentiel parce que la question de la concurrence sur la ressource n'est pas forcément connue aujourd'hui. Or, il y a des alertes assez fortes de la part de l'ONF, de la part du ministère, sur la capacité à maintenir l'usage du bois durable en Île-de-France notamment.